Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Votre nouveau rendez-vous du week-end sur RTL, 11h30, midi et demi. Vous êtes 1 heure en tête-à-tête avec Philippe Bouvard dans Allô Bouvard. Bonjour Philippe. Bonjour Virginie, bonjour à tous, bienvenue. Et puis, pardonnez-moi, si pour la première fois en 47 ans, je vous ai abandonné dimanche dernier. Mais il fallait que vous vous reposiez un peu, il fallait que je me familiarise avec les conversations que nous allons avoir ensemble sur tous les sujets. Tous les sujets les plus délicats, mais les plus chauds aussi, parce que nous parlerons non seulement des phénomènes de société, mais également de l'actualité dans ce qu'elle a de plus torride. Et simplement en respectant un petit cahier des charges qui tient en 3 expressions: le bon sens, la bonne foi, et puis là, je nous fais confiance, la bonne compagnie. Mais je vais renouer avec une habitude qui nous a beaucoup amusés pendant les années de grosses têtes. Vous savez, c'était la revue de presse. Oh, une presse pas sérieuse du tout, beaucoup moins sérieuse que les sujets que nous allons aborder ensemble tout à l'heure. Alors, la première photo qui s'impose, et c'est le souvenir, pas très personnel, mais je suis pas là pour parler de mes vacances, mais de celles des gens connus, que nous garderons de cet été qui est en train de s'achever. Alors on voit le président de la République, il est sur le sable, ce qui est prémonitoire et symbolique. Il est en petite tenue, c'est-à-dire qu'il a troqué le croissant contre la brioche et il est en train de se frictionner avec cette pommade que d'habitude il réserve à ses visiteurs. C'est assez drôle et on mesure là la solitude du pouvoir. Cette solitude qui fait que lorsque le président se déplace, et vous savez que les intempéries le précèdent, le suivent et l'accompagnent, il a près de lui un porte-parole, mais on ne l'a toujours pas doté d'un porte-parapluie. Autre souvenir de vacances, une petite statistique qui prouve que les Français ont fréquenté davantage les églises que le reste du temps. Alors, il y avait beaucoup de sujets, ils étaient plus disponibles, souvent il pleuvait, c'était un abri, parfois il y avait la canicule, c'était un peu de fraîcheur, mais quand on a fait les comptes et quand on a vidé les aumônières, le compte n'y était pas. Hein. Alors, vous me direz que depuis qu'on a inventé la fermeture éclair, on ne trouve plus de boutons de braguette à la quête, mais enfin quand même, ça laisse un peu à désirer. Toutes vos questions à Philippe Bouvard, c'est dans Allô Bouvard sur RTL et c'est au 3210. Philippe, nous accueillons Nicolas de Paris, il a 38 ans et il est fonctionnaire. Bonjour Nicolas. Bonjour Monsieur Bouvard, et je suis ravi et fier d'être le premier auditeur à me réjouir de vous entendre de nouveau sur RTL. Alors, quelle est votre question ? Alors, j'aurais souhaité recueillir votre opinion sur le phénomène de l'été qu'on appelle l'Ice Bucket Challenge. Alors, je le traduis tout de suite parce que je connais votre réticence aux anglicismes. Donc, c'est le défi du seau d'eau glacée qui consiste, en fait, pour des célébrités ou pas, d'ailleurs, de se faire tremper pour une bonne cause, et notamment la lutte contre la maladie de Charcot. Ouais, là, vous avez bien résumé le propos. Alors, quand on voit ça, c'est assez drôle, assez hilarant, parfaitement saugrenu, hein, parce qu'on voit pas pourquoi des gens qui sont extrêmement bien peignés le reste du temps se soumettent à une douche improvisée et de surcroît glacée. Alors, il y a une explication qui est sérieuse, c'est que les collectes de dons humanitaires, et là, il s'agit de la recherche médicale la plus avancée, ne donnent pas toujours les résultats escomptés. Et donc, qu'il faut trouver autre chose pour appeler l'attention des éventuels et généreux donateurs. Eh bien, je crois que au moins là, c'est réussi. Alors, vous avez vu les premières images du monde, du beau monde,
monde, des gens très connus, des têtes qu'on croyait connaître et puis que finalement on redécouvre parce que lorsqu'on a la goutte au nez, on n'est plus tout à fait le même, on perd un peu de sa prestance. Alors bon, il y en a qui quand même ont bien résisté. Il y a Leonardo DiCaprio, sous la douche, même glacé, il est toujours aussi beau. Il y a Bill Gates, il est toujours aussi riche. Donc finalement, les gens qui se sont prêtés et naturellement bénévolement à cette nouvelle activité, à ce divertissement humanitaire, n'en sortent pas diminués du tout. Et puis c'est la transparence. On voit très rarement des gens qui sortent de leur douche, alors si on exclut bien sûr notre cher DSK. Comment ressentez-vous, Nicolas, ce gadget? Parce que c'est quand même un gadget. C'est un gadget de communication, c'est vrai, puisqu'on voit que c'est un petit peu la course à l'échalote et qu'il y a beaucoup qui se précipitent pour faire eux-mêmes ce geste un petit peu anecdotique. On a vu Johnny Hallyday, on en voit les uns et les autres. Vous pensez qu'ils pensent d'abord à leur publicité personnelle? Je pense qu'il y a une partie quand même non négligeable et non avouée de ça, oui, même si le but humanitaire permet, comme d'habitude, de faire passer un petit peu la pilule et puis d'édulcorer un peu les choses les plus ternes en quelque sorte. Enfin, vous voyez, Johnny, notre Johnny national, a participé à la campagne. Ça prouve que, à 70 ans et ayant fait tout ce qu'il a fait, il n'a pas peur de se mouiller. C'est pour la bonne cause. George Bush, George Bush, vous me direz que, il est un peu has-been, mais enfin, il a quand même été par 2 fois le président de l'État le plus puissant du monde. Hein. Je crois que ce qui est pire pour lui, c'est de se faire verser un seau d'eau par sa propre femme. Ce qui est le cas pour Monsieur Bush, d'ailleurs. Et puis aussi pour Alors, je sais pas si vous avez vu l'image de George Bush, mais quand il apparaît sur l'écran, il a la goutte au nez. Je sais pas si ça vous a rappelé un autre président. Mais il avait peut-être fait des scènes au préalable qui ont été pas tellement concluantes. Il a dû en refaire une pour que ce soit mieux. À mon avis, c'est peut-être pour ça. Alors, ce qu'on remarquera, si vous voulez, c'est que ça renouvelle la quête, puisqu'il s'agit, dans sa plus noble acception, de cette recherche d'argent. Ensuite, ça rompt un peu avec la grisaille de la vie quotidienne, avec des programmes de télé qui se renouvellent plus. Il y a du nouveau, hein? Mais oui. Non, oui, vous le ressentez pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui l'emporte chez vous? C'est, une fois que vous avez vu l'image, vous avez passé un bon moment, vous êtes un peu surpris, mais la surprise, ça va s'ébousser avec le temps. Ou bien, est-ce que vous dites, tout ça est un peu ridicule? Ou bien, est-ce que vous dites, ce qui est le plus important, je vais envoyer un petit chèque à la fondation? Je crois qu'il faut dire qu'il faut soutenir la maladie de Charcot. Ça a au moins un mérite, c'est que les gens vont être un petit peu informés de ce qu'est cette maladie dégénérative et qui n'a pas forcément beaucoup de traitement. Ça, c'est la première chose. Pour le reste, c'est vrai que c'est amusant de voir les uns et les autres se mettre eux-mêmes ou recevoir un seau d'eau glacée. Pour le reste, je pense que ça va s'émousser comme tout et qu'on sera passé d'ici peu de temps à un autre substitut pour se faire soit doucher, soit arroser, soit recevoir de la peinture sur la tête comme Louis de Funès dans un certain film, pour que on puisse renouveler le genre. Alors j'apporte, si vous voulez, une pierre à l'édifice, elle n'est pas négligeable. Elle prouve que les concepteurs ont visé juste, que les organisateurs ont fait leur travail, car il y a déjà eu aux États-Unis, en attendant que nous mettions la main au portefeuille en France, 70 millions de dollars récoltés, et c'est quand même pas mal. Voilà, eh bien Nicolas, merci d'avoir posé cette question, qui est une question vraiment très chaude, malgré l'eau glacée, puisque le phénomène est entièrement nouveau et vient seulement d'apparaître sur Internet. Merci à vous, Monsieur Bouvard, à bientôt. À bientôt. Et puis quand même, n'oublions pas que selon les écologistes, la douche est toujours préférable au bain parce qu'elle consomme moins d'eau. Jusqu'à 12h30 sur RTL, la nouvelle émission de Philippe Bouvard, Allô Bouvard, et 3210 pour lui poser toutes vos questions. Mais tout de suite, Philippe, vos petites nouvelles. Alors, petite nouvelle politique, mais
politique pas très sérieuse, c'est même de la politique friction. Alors vous savez que le remaniement gouvernemental a fait 3 morts et quelques disparus, et puis ça, je l'ai appris, une victime collatérale. Alors c'est un habitant d'Amiens qui est un simple électeur que personne ne connaît sauf dans son quartier et qui a hérité, mais sans l'avoir demandé, du numéro de portable de Madame Aurélie Filippetti, qui a sévi à la culture et qui est appelée 50 fois dans la journée, tantôt pour recueillir des condoléances qui évidemment ne le concernent pas, tantôt pour recueillir des propos un peu moins amènes. Alors je voudrais vous dire quand même au passage que personne n'a précisé pourquoi Madame Aurélie Filippetti n'avait pas renouvelé son contrat gouvernemental, alors que je crois qu'on ne lui demandait pas. Elle est partie de sa propre volonté. Eh bien, il semblerait que c'est par solidarité amicale avec Arnaud Montebourg, en compagnie duquel elle aurait été souvent vue durant les vacances. Mais vous savez, on dit tout, le contraire et n'importe quoi. Et au 3210, c'est bien le numéro de RTL, un numéro qu'a composé Arnaud, 45 ans, il est commercial, Philippe, et il nous appelle de Strasbourg. Il a même une question à vous poser. Bonjour Arnaud. Monsieur Bouvard, bonjour, très heureux de vous retrouver à l'antenne. Oui, j'ai une question à vous poser, une question qui est relativement simple, c'est que pensez-vous de François Hollande ? Oh là là, dites donc, comme disait le général de Gaulle quand on lui posait certaines questions, d'ailleurs auxquelles il voulait pas répondre, vaste programme. Non, c'est une bonne question. Je ne peux vous donner que la réponse d'un électeur qui d'ailleurs n'a pas voté pour Hollande. Alors, je l'avais dit d'ailleurs bien avant, avec les petites tribunes dont je dispose, j'avais émis des doutes sur la faculté de gouvernance que possédait un homme qui n'avait jamais dirigé qu'un département de France, la Corrèze, département d'ailleurs, remarquons-le, le plus endetté du pays. Alors, Hollande, d'abord, le beau parcours universitaire, l'ENA, HEC. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, les deux, mais c'est très complémentaire. Je crois qu'il a fait aussi un petit peu Sciences Po. Le certificat d'études primaires que je possède, à l'exclusivité de tout autre parchemin, m'incite à une certaine admiration pour quelqu'un qui a réussi à accumuler les peaux d'âne. Alors, ensuite, le personnage. Qu'est-ce que nous en savions ? Nous en savions que c'était ce qu'on appelle un apparatchik, c'est-à-dire un politicien qui a œuvré très longtemps au sein de son parti et qui même en a pris la tête puisqu'il était premier secrétaire. Bon, c'est pas mal. On sait qu'il a des enfants mais qu'il épouse jamais la mère de ses enfants, qu'il est sensible au charme féminin, qu'il a une bonne fourchette et on sait qu'il aime à raconter des petites blagues avant de faire de grosses bêtises. Donc, si vous voulez, ça n'est pas un portrait antipathique. L'homme n'est pas antipathique, simplement on peut douter de sa compétence. Je ne vous choque pas là, Arnaud ? Pas du tout. En tout cas, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que le personnage est imminemment sympathique, mais le costume est trop grand pour lui. Alors ensuite, on a vu ce qui s'est passé depuis près de 2 ans et demi. Alors rien ne marche. Ce qui est même curieux d'ailleurs, parce que moi je m'efforce, si vous voulez, de regarder lucidement ce qui se passe, mais aussi de ne pas céder trop à la détestation ambiante, parce que attendez, arriver quand même aussi rapidement à avoir contre soi 83% des gens de ce pays et une bonne partie de son électorat, c'est une contre-performance qu'on avait enregistrée. Alors je dis 2 choses. Je dis, on arrive à ce que cet homme a le mauvais sort, si vous voulez. Tout ce qui touche, ça foire. Et même ce qui ne touche pas, puisque quand il met le nez dehors, il se met à pleuvoir. Bon. Ensuite, gardons-nous d'être injustes. Il n'est pas exclu que cet homme ait parfois des bonnes idées, mais il est dans une telle spirale de doute et de désaffection que même si c'est une bonne idée, on ne le reconnaîtra pas. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu injuste. Enfin bon, il y a d'autres façons de considérer ça. C'est quand même, si vous voulez, un président élu démocratiquement.
Bon, il est le chef des armées, il est le gardien de la Constitution, et comme disait le regretté Desproges, pendant qu'il garde la Constitution, au moins il n'est pas au bistrot. Bon, ensuite, il se mouille et pas seulement sous la pluie. Il a institué le mariage pour tous, qui permet de se marier avec un copain de régiment, sauf qu'il l'a fait alors que Chirac avait déjà supprimé le service militaire, ce qui est un peu dommage. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, écoutez, je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est une erreur d'avoir supprimé le service militaire. Je pense que c'était on en parlera parce que ça modifie aussi tout le mécanisme des apprentissages. Alors, aujourd'hui, il y a encore 2 années à courir. Qu'est-ce qu'on peut dire de Hollande? Les Français l'ont voulu. Les Français l'ont eu. Les Français n'en veulent plus. Alors, me direz-vous, d'où vient le problème? Eh bien, je crois que c'est la contradiction entre la frilosité et, je dirais, la légèreté du corps électoral et la solidité de nos institutions. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 ans et demi à courir, et sauf, alors on commence, vous me direz, à prononcer les mots, mais avant qu'ils se concrétisent, il y aura beaucoup de salive qui coulera dans les micros de la radio, on commence à parler de démission et on commence à parler de dissolution. Mais ce sont là des mots comme la compétitivité, la solidarité, la responsabilité. Ce sont des berceuses pour électeurs, mon cher Arnaud. Tout à fait. Merci Arnaud. Merci Philippe. Merci Arnaud. Allô Bouvard, c'est au 3210 et sur RTL. Et puis Philippe, dans un instant, l'un de vos amis veut vous parler. Le coup de sang de Bernard Mabille est de retour. Oui, le fameux coup de sang. Vous connaissez le principe. Quand Mabille voit rouge, ce sont les politiciens qui saignent. Allô. Bonjour. Bonjour Philippe. Après Valse 1, voici Valse 2. Le gouvernement s'est fait attendre. Valse a mis le temps. Suspense insoutenable pour les Français qui les préféreraient au boulot. Ils pourraient se manier de remanier, entendait-on. 2 jours donc à se taper à la télé la limousine du Premier ministre allant de Matignon à l'Élysée et de l'Élysée à Matignon, suivie d'une escouade motorisée de micros et caméras. Faut bien occuper les journalistes. Des noms au couru, M. Gallois, M. Bellet, Mme Lepage, M. Barnier, on a même entendu parler de Robert-Rue, Georges Marchais n'étant pas libre. Tout ce chambardement à cause d'Arnaud de Montebourg, parti de lui-même après avoir été viré. Pour lui, la cuvée du redressement s'est transformée en piquette de l'affaissement. Flamboyant jusqu'au bout, il a cité dans son discours d'adieu Cincinnatus. Il aurait pu citer, vu son état pompé, Cincinnatus et Saint-Augustin. Le mec a donc compris que désormais c'est en métro qu'il lui faudra se déplacer pour faire ses courses aux Galeries Lafayette. 20h ce mardi, cours de l'Élysée, on installe les micro-pieds, une vieille sono façon Yvette Horner et son orchestre. On est moderne en France ou on ne l'est pas. Les noms tombent, Fabius, Sapin, Cazeneuve, Royal, tout ça pour ça. Positivons quand même, il sera plus facile de les apprendre et de les mémoriser. Un nouveau quand même, Emmanuel Macron, croulant déjà sous les louanges, 36 ans, énarque et ex-banquier chez Rothschild. C'est lui qui conseillait au palais, nous apprend-on, l'homme qui n'aime pas les riches. Et en quoi le conseillait-il? En économie. On constate les résultats, nous qui nous moquions des Italiens qui ont demandé au capitaine du Costa Concordia de leur donner des cours de gestion de panique. Jeune aussi, Gaspard Ganzer, 35 ans, nouveau DIRCOM de l'Élysée, c'est lui qui a envoyé Hollande sur l'île de Saint. Il y passera en trombe d'eau. À la Bretagne, région des Calvaires, il en a ajouté un, laissant notre président sous la flotte, nous prouvant qu'il est waterproof. Sans tube ni masque de plongée, Hollande fut privé de Pépin, lui qui pourtant en fait collection. Il était donc en impair, lui qui les multiplie, détournant l'expression de Madame de Pompadour, après moi le déluge, avec moi le déluge.
Allô Bouvard, sur RTL, vous voulez connaître l'avis de Philippe Bouvard sur un sujet de votre choix, alors appelez le standard, le 3210, comme Jean-François d'ailleurs, 62 ans, retraité. Philippe, il habite Thilouze, c'est près de Tours. Bonjour Jean-François. Bonjour Philippe. Poutine est très inquiétant, hein. Après la Tchétchénie, la Crimée, le voilà maintenant en Ukraine. On a envie de dire à qui le tour? Ah bah écoutez, il n'y a qu'à prendre à la fois son manuel d'histoire et sa carte de géographie. Le nouveau tsar, parce qu'il se comporte comme les anciens souverains qu'on a fini par exécuter dans un sous-sol il y a quelques années. Le nouveau tsar ne rêve qu'une chose, c'est de reconstituer la grande et ancienne Russie. Qu'est-ce qui vous inquiète dans le personnage? Poutine, vous trouvez pas que ça rime avec Raspoutine? Oui, pas mal, oui, tout à fait. Sauf que, vous savez, Raspoutine était un personnage beaucoup plus charismatique et c'était pas du tout un militaire, il n'avait pas été formé au KGB. C'était un gourou qui s'était assuré l'affection et plus de la famille royale parce qu'il avait prétendu qu'il guérirait le tsarevitch qui était hémophile. Alors, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'était une éminence grise. Poutine, en fait, est très inquiétant parce que ce que tout le monde oublie, c'est qu'il y avait 50 000 chars massés à la frontière polonaise et allemande à la fin des années 80, qu'on est passé à côté d'une troisième guerre mondiale d'un cheveu. Hein, oui, j'en veux pour preuve le fameux discours de la reine d'Angleterre que les médias d'ailleurs n'ont même pas repris, qui est sorti des archives secrètes là, et on est vraiment passé à deux doigts d'une troisième guerre mondiale. Alors il y a un peu moins de chars qui sont massés à la frontière ukrainienne, et d'ailleurs ils sont pas toujours massés à la frontière puisqu'ils ont passé cette frontière. Mais attendez, il faut quand même resituer Poutine. Alors, Poutine, c'est un enfant du KGB. Bon. Patron du KGB. Il a appris beaucoup de choses au KGB, et notamment la recette du borsch empoisonné qu'il avait servi, souvenez-vous-en, au président ukrainien de l'époque. Alors, c'est un homme quand même charismatique. Alors, il est charismatique parce que il est musclé et qu'il n'hésite pas à dévoiler son torse. Alors nous avons certainement des politiciens qui sont plus recommandables que lui, mais qui gardent toujours leur chemise et leur veston. Ensuite, il excelle dans tous les sports, même d'ailleurs quand il y a quelques mises en scène, parce que bon, comme il est capable d'égaler les plus grands records, on peut s'interroger sur leur authenticité. Et puis, c'est un ambitieux, mais qui a monté un système fabuleux, un système qui ne fonctionne que en Russie. C'est le système Poutine-Medvedev. Alors, je vous rappelle le principe. Poutine fait 2 mandats avec Medvedev comme Premier ministre. À l'issue de ces 2 mandats, Medvedev prend la présidence et Poutine devient Premier ministre. Ensuite, quand il y a un mandat qui s'est achevé, et ça suffit comme entracte, Poutine redevient président et Medvedev reprend le rôle de Premier ministre. C'est pas fabuleux, ça, non? Ah, c'est extraordinaire. Alors, le plus extraordinaire et le plus incompréhensible, c'est que, bon, la plupart des démocraties s'inquiètent. L'ONU se réunit, mais on sait que ça va jamais très loin, et que les casques bleus ne semblent pas prêts de rejoindre les théâtres d'opérations extérieures. Il y a au moins 2 Français qui trouvent tout à fait sympathique, rassurant et à leur goût le dictateur russe. Vous connaissez leur nom. Il y a d'abord Philippe de Villiers. Alors Philippe de Villiers, c'est le dernier venu d'ailleurs, mais il a fait un voyage en Russie. Il fallait vendre le Puy du Fou. Vous savez, c'est la grande réussite de Philippe de Villiers, et il l'avait lancé quand il présidait le Conseil général de la Vendée. Bon, c'est un spectacle populaire qui a un énorme succès, qui a réuni des millions de spectateurs et qui est fait avec les moyens du bord et beaucoup d'enthousiasme et de talent. Alors, il va vendre son idée à Poutine parce que c'est une idée qui mérite de passer les frontières. Poutine le reçoit à merveille, lui laisse augurer que on va acheter son Puy du Fou. Ben, il revient, il est content, il dit c'est un type formidable. Mais il y a mieux ou pire. C'est Gérard Depardieu. Vous vous souvenez, Jean-François, de Gérard Depardieu?
C'est un scandale. C'est un scandale. Alors, écoutez, je sais pas, moi je dis pas c'est un scandale, parce que au départ, bon, Gérard Depardieu, il faut quand même le resituer dans le contexte de son départ de France. Il a l'impression qu'il est mal aimé et trop aimé par la direction des impôts. Il a une idylle, d'après ce qu'on sait, avec la fille d'un dictateur d'un État satellite de la Russie. Et puis c'est l'homme des foucades. Et puis c'est une vedette mondiale. Donc c'est un citoyen du monde. Alors là où évidemment les déclarations sont beaucoup plus sujettes à caution, c'est lorsqu'il admire la démocratie russe. On a vu ce qu'en valait l'aune, hein. Et donc ça on peut s'interroger. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien on a vu Monsieur Depardieu revenir en France quelque temps. On l'a vu se faire construire une nouvelle maison à Trouville. On l'a vu acheter une maison à la frontière de la Belgique et de la France, ce qui lui permet de voir chaque fois qu'il se réveille son cher et vieux pays. Bon, il n'est pas complètement acclimaté à la Russie, vous en conviendrez, hein? Absolument. Et en conclusion, Philippe, je voulais simplement vous remercier parce que grâce à vos 35 ans de grosses têtes, vous avez fait rire la France, vraiment. Et en éclat de rire cumulé, j'ai l'impression que vous êtes l'homme qui a fait le plus rire la France. Voilà. Merci Jean-François, je suis très sensible à ça. Merci. 11h30, midi et demi, votre nouveau rendez-vous du samedi et du dimanche sur RTL. Allô Bouvard, toutes vos questions à Philippe Bouvard pour connaître son avis sur le sujet de votre choix au 3210. Aussi une actualité que vous avez sélectionnée dans vos autres petites nouvelles, Philippe. Oui, c'est une petite nouvelle badine, mais qui méritait, je crois, le flashback, parce que elle nous étonne tellement, venant d'un pays d'ailleurs que beaucoup de politiciens français, Jacques Chirac en tête, voyaient intégrer l'Europe. Oui, ça se passe à Ankara, et il y a le vice-premier ministre, bon, je n'insisterai pas sur le mot vice, mais sur celui de ministre, a enjoint aux femmes turques de ne plus rire dans la rue, parce qu'ils trouvaient que leur rire était à la fois trop sonore et vulgaire. Et puis alors en Chine, on a pris une mesure alors qui est beaucoup plus en faveur des femmes. On a ouvert des parkings roses réservés aux dames, dont la porte d'accès est beaucoup plus large et dont les box et les emplacements de stationnement ont une surface double afin de faciliter leur manœuvre. C'est pas gentil, ça ? Philippe, au 3210, Edwige, 35 ans, assistante médicale à Paris, veut vous poser une petite question. Bonjour Edwige. Bonjour Philippe. Alors, qu'est-ce qui vous interpelle, comme on dit aujourd'hui? Disons que de nos jours, c'est vrai qu'on parle pas mal de covoiturage, de transport en commun, etc. Et je voulais savoir si vous ne pensez pas que justement les personnes qui sont dans des transports individuels en voiture sont pas un petit peu inciviques. Ah, on n'en est pas loin, hein, vous avez tout à fait raison, hein. On a mauvaise conscience. Ah oui, on se dit, bon... moi je reprends la bonne conscience quand je vois un énorme autobus, parfois d'ailleurs avec une remorque, enfin 2 wagons, et qu'il y a 1 ou 2 personnes seulement à l'intérieur. Mais enfin bon, ne faisons pas le procès des transports publics parce qu'ils ne le méritent pas et que quand ils sont en grève, on est bien embêtés. Alors, le covoiturage, il faut quand même vous dire que ça marche mieux en France qu'ailleurs. Je me suis procuré quelques chiffres. Alors, bon, par exemple, il y a 20% des Français qui sacrifient. C'est déjà pas mal, hein. Ensuite, il y a 30% des utilisateurs qui sont des moins de 30 ans. Donc, il y a certainement là une tendance générationnelle. Sur Internet, où on fleurit les sites qui permettent d'organiser le covoiturage, il y a également un bel essor. Ils étaient 10 en 1990, ils sont 80 en 2014. Alors, qu'est-ce que font les étrangers? Les Américains, 7%. Et pourtant, ils ont des voitures qui sont beaucoup plus grandes que les nôtres et qui parfois permettent d'embarquer jusqu'à 6 passagers. Les Norvégiens sont 3%.
Les Japonais, qui pourtant sont extrêmement disciplinés, 1% seulement. Alors on peut s'interroger. Quand on fait les comptes, on s'aperçoit que le prix de revient d'un aller, par exemple, entre Paris et Lille, est de moitié moins cher si on l'effectue dans une voiture avec d'autres personnes. C'est valable aussi pour Paris-Lyon. Est-ce que vous avez vous-même expérimenté le covoiturage? Tout à fait, je le fais régulièrement, ouais. Bon, comment se passe le partage des frais? Eh ben en fait, on paye via le site internet, je paye directement et à la fin du covoiturage, en fait, je reçois un texto avec un code que je donne au conducteur. Et lui, via ce code, récupère les sous. Et alors, comment est calculé le montant de votre participation? C'est en fonction de la distance où on va. Oui, mais il n'y a pas que la distance. Alors, bon, la distance, elle induit la consommation en carburant. Bon, c'est la dépense principale. Mais il y a aussi l'amortissement de la voiture, les réparations, l'assurance. Est-ce que vous avez l'impression que c'est compté dans votre forfait? Oui, je pense que tout est compris. C'est en fonction du nombre de passagers, de la grosseur de la voiture, si on peut emmener des bagages ou pas, petit, moyen, gros. Donc tout ça est calculé par le site. En général, je m'y retrouve assez bien dans les comptes. Regardez, pour aller de Paris à Lyon, ça coûte 25 €. Ben, c'est nettement moins cher que la SNCF, même en deuxième classe. Et puis, il y a des exemples quand même qui viennent de haut. Regardez Hollande. Hollande, il sacrifie au covoiturage. J'ai vu hier la télé, il était dans sa voiture. Bon, il y avait quelqu'un qui conduisait. Bon, c'est pas lui qui conduit parce que déjà, il a assez de mal avec le char de l'État. Il y avait... alors, le conducteur avait un képi, je sais pas pourquoi. À côté de lui, il y avait un monsieur en civil. Bon, donc ça fait déjà 2 personnes. À côté de Hollande, il y avait Valls. Bon, donc Valls ne s'est pas servi de sa voiture de fonction. Ça fait une économie, même si vous me dites que c'est juste entre l'Élysée et l'hôtel Matignon. Et puis, il y avait le président. Donc, 4 personnes dans une limousine, je veux dire, c'est vraiment le bon exemple. Alors, il n'y a pas encore de statistiques sur les incidences sentimentales du covoiturage. Je veux dire que il faudrait qu'on sache, puisqu'on sait tout aujourd'hui, qu'il y a des statistiques pour tout, il faudrait qu'on sache le pourcentage de couples qui se sont rencontrés, plus éventuellement mariés, mais enfin, c'est pas obligatoire, à l'occasion d'un covoiturage. Ce serait une jolie façon de le promouvoir, hein. Je suis d'accord avec vous, effectivement. Mais, Edwige, attention. La voiture, il faut quand même pas la mettre à la casse. Je sais qu'on a sublimé le vélo, mais on peut pas faire Paris-Lyon à vélo, sinon avoir beaucoup de temps et pas mal de mollets. La voiture, la pauvre voiture qu'on nous recommande d'acheter par patriotisme industriel et dont on nous recommande tout de suite après de ne pas nous servir par civisme écologique, elle fait quand même vivre plus d'1 million de salariés. Or, aujourd'hui, cette industrie décline. Le nombre des immatriculations baisse, on se sert moins de la voiture, et il est normal que s'en servant moins, on en achète moins. Donc vous voyez, il y a quand même les 2 volets du sujet, hein. Eh oui, écoutez, je suis contente d'avoir votre point de vue. C'est très éclairant, ma foi. Alors je vous souhaite bonne route, Edwige. Merci beaucoup, Philippe. Jusqu'à 12h30, 32-10 pour parler à Philippe Bouvard dans Allô Bouvard. À tout de suite, Philippe. À tout de suite, Virginie. Ah, je sais pas si vous avez vu ça, il y a un journaliste britannique qui a eu la méchante idée de calculer ce qu'avait coûté aux contribuables anglais Baby George. Vous savez, Baby George, c'est le jeune prince qui régnera lorsque Kate et William auront atteint ou dépassé 90 ans, ce qui est la longévité moyenne de la famille. Eh ben, dites donc, ça fait déjà 3 millions d'euros. Alors vous me direz que, bon, les Anglais n'ont pas adopté l'euro. Non, ils ont fondé l'Europe, mais ils n'ont pas adopté l'euro. Bon, on comprenne qui voudra. Non, mais on a traduit les livres sterling en euros. Et on est arrivé à ce coquet total. Alors pourquoi
Pourquoi? D'abord parce qu'il a fallu construire une petite aile pour le bébé à côté du palais de papa et maman. Ensuite, parce que dans cette aile, il a fallu aménager un dressing pour bébé et une cuisine spéciale parce que, évidemment, il mange pas la panse de brebis farcie dont se délectent papa et maman. Et puis, il a fallu entreposer les cadeaux parce que les cadeaux, ils affluent de tout le Commonwealth. Et le Commonwealth, ça fait plus de 70 pays. Alors, on a été obligé d'édifier une maisonnette dans laquelle on range au fur et à mesure qu'ils arrivent les cadeaux. Et d'ailleurs, je suis pas certain que Baby George ait le loisir de les déballer et de jouer avec. Et puis, il y a le vêtement du petit prince. Il est très photographié, donc il a abandonné la barboteuse depuis un moment, bien que, je vous le rappelle, il n'est que 12 mois. Alors, on lui a offert aux frais du contribuable, toujours, un costume de petit marin. Bon, en attendant, vous savez, l'uniforme de grand amiral de la flotte auquel il aura droit quand il sera majeur. Tout ça, ça fait pas mal de frais. Mais bon, il est sympathique, le garçon, et puis, il est très photogénique. Et en plus, c'est une des grandes chances quand même de la monarchie britannique, qui a parfois été contesté, mais plus maintenant, parce qu'il y a eu suffisamment d'événements familiaux sympathiques qui ont restauré le sentiment monarchique chez les Anglais. Il est aujourd'hui une pièce très importante de l'échiquier politique britannique, bien que, et ça demandera encore un certain temps, il ne soit pas admis à voter. Vous vous souvenez du shutdown? Oui, j'essaie de prononcer, j'ai de la difficulté, mais je m'entraîne, j'y arriverai un jour. Vous vous souvenez du shutdown de Washington? Ce sont les fonctionnaires de la capitale fédérale américaine qui se sont mis en grève. 9 mois après, il y a eu un baby-boom. Vous voyez donc, shutdown égale baby-boom. Alors, c'est très réconfortant parce que c'est vrai que l'administration en a souffert pendant quelques semaines, mais la natalité repart en flèche. Alors je me posais la question, puisque Monsieur Arnaud Montebourg, le plus grand séducteur de la politique française, vient de retrouver sa liberté, est-ce qu'il pourrait pas en profiter pour faire des enfants? Et puis dans l'affirmative, avec qui? Allô Bouvard, 11h30, 12h30, le samedi et le dimanche sur RTL. Et Philippe, c'est Régis que nous allons accueillir au 3210. Il habite Paris, il a 51 ans. Et faites attention Philippe, il y a de la concurrence. Parce que Régis est animateur-présentateur, mais de séminaire d'entreprise. C'est un confrère. Bonjour Régis. Eh bien, écoutez, bonjour mon cher Philippe, merci de m'accueillir sur antenne. Oui. Vous êtes animateur, je l'ai été aussi. En fait, il s'agit de donner la parole aux gens. Hein. Je vous la donne là parce que d'abord, je voudrais connaître votre question. Alors ma question, avec un petit préambule de quelques secondes, d'abord vous saluer et vous dire que pour moi, depuis bien longtemps, vous êtes un divin gaulois de la radio du journalisme. Prenez-le comme tel, parce que ça me fait plaisir de vous le dire. C'est peut-être la seule fois que je vous le dirai dans ma vie. Alors, écoutez, ça fait toujours plaisir à entendre. Voilà, moi je voudrais vous dire, je parle politique parce que j'aime la chose politique comme vous depuis quelques années maintenant, et je me rends compte que nous partons quand même dans le mur au fur et à mesure les années passent et rien n'avance. Alors je me suis dit cette semaine, tiens, je vais demander à Philippe Bouvard s'il devait être dans la peau de François Hollande quelques minutes, rassurez-vous. Je vais pas si j'étais dans sa peau, je serais pas bien. Hein. Et si vous deviez faire pour lundi matin, à 9h, rendre votre copie, un gouvernement avec, imaginons, Union nationale, 5 personnalités de gauche, et pourquoi pas en même temps, moi je suis un peu pour, 5 personnalités de droite. Alors attention, mon cher Philippe, en prenant des politiques qui sont compétents, qui ont de l'expérience, ceux qui n'auront pas le cerveau qui partent vers la Suisse, on va les oublier. Oui. On va simplement prendre des gens qui ont du talent. Alors, est-ce que vous auriez une idée? Parce que moi, ce qui m'étonne dans les politiques, c'est que quand ils sont élus localement, ils font pour la plupart 50 ou 60% des voix. Quand ils arrivent au pouvoir, je les sens incompétents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous feriez? Alors, bien sûr, le choix est délicat.
Et alors, peut-être faut-il se garder des dosages que vous avez évoqués, c'est-à-dire prendre des gens parce qu'ils appartiennent à une certaine région de la France ou parce qu'ils sont d'une certaine sensibilité politique. Non, on le voit d'ailleurs avec tout ce qui est arrivé, les remaniements incessants, les gens qui vont d'un ministère à l'autre, ceux qui, au bout de quelques semaines, font véritablement pas le poids. Non, c'est pas bon ces dosages. Il faut avoir l'enthousiasme, le courage et la compétence. Voilà. Donc, prendre ceux qui paraissent s'imposer, et puis avec une petite touche de nouveauté, parce que ça fait partie de la communication. Alors d'abord, première chose, réfléchir un peu plus d'un jour et demi, puisque c'est le délai que Hollande et Valls se sont donnés avant d'accoucher du deuxième gouvernement Valls. Donc, réfléchir. Ensuite, être à l'affût des nouveaux talents et penser à la société civile. Alors moi, par exemple, pour la société civile, alors j'en abuserai pas parce que très souvent c'est pas très probant, mais je mettrai quelqu'un de la société civile à la défense. Et vous savez pourquoi? Parce que les militaires portent de moins en moins l'uniforme. Ils sont généralement en civil et à part le 14 juillet, quand ils défilent, il y en a 4200, ça doit être le total de l'armée française aujourd'hui, ils mettent l'uniforme, le képi et on voit à leur galon leur degré de mérite. Alors, vous me direz, Premier ministre. Alors je vous réponds tout de suite, Jack Lang. Pourquoi Jack Lang? D'abord parce que ça fera plaisir à Laurent Gérard, dont c'est le pensionnaire préféré. Et ensuite, parce que Jack Lang, il est actuellement à l'Institut du monde arabe, il s'ennuie visiblement, il a la nostalgie de ses fonctions ministérielles, il est bien avec tout le monde, il est d'accord avec tout le monde, partout où ça allait mal et où on l'a parachuté, que ce soit à la culture ou à l'éducation nationale, il a donné d'excellents résultats, donc je prends Jack Lang. Alors, il y aurait une solution d'ailleurs qui lui ferait plaisir, mais qui mécontenterait beaucoup de gens, ce serait de prendre non seulement Jack Lang comme Premier ministre, mais encore pour assurer tous les autres ministères. Mais enfin, je pense à ses loisirs, à sa famille, et donc je ne vais pas jusque-là. Alors, à l'intérieur, qui je vois à l'intérieur? Je vois Jean-Louis Borloo, dont vous savez qu'on l'a contacté, et si je mets Jean-Louis Borloo à l'intérieur, c'est parce que je sais qu'il ne sort plus de chez lui. Ensuite, aux finances, vous savez qui je mettrais aux finances? Alors, bon, je pars du principe qu'il faut prendre un maximum de gens qui ont de la fortune personnelle pour qu'il n'ait plus la tentation de puiser dans les caisses de l'État. Donc je prends Bernard Arnault, qui est la première fortune européenne, qui à partir d'un petit patrimoine familial a construit une énorme fortune, et je le mets aux finances. Ensuite, au Quai d'Orsay, eh bien, je prends Moscovici. C'est-à-dire, je dis à Moscovici, n'allez pas à Bruxelles parce que c'est pas votre truc. Allez donc au Quai d'Orsay. Alors, vous me direz pourquoi? Eh bien, parce que quand il était à Bercy, il a montré qu'il était très étranger aux affaires. Ensuite, aux affaires sociales, je mets Bernard Tapie. Pourquoi Bernard Tapie? Parce qu'il a montré, chaque fois qu'il reprenait une entreprise en difficulté, qu'il était le meilleur lorsqu'il s'agissait d'avoir l'oreille des syndicats. Et ça, aux affaires sociales, c'est important. Bon, à la défense, on peut aussi mettre un éléphant. Bon, mais la rue de Solferino est de plus en plus peuplée de frondeurs, donc je me méfierais. Alors, à la culture, qui est devenue une rigolade, je mettrais un grand comique. On a le choix. Quelqu'un qui prenne la culture de façon joyeuse afin de la repopulariser, quelqu'un qui puisse traiter le problème des intermittents du spectacle. Bon, il y a sûrement des gens de bonne volonté, mais qui viendront pas avec un bagage culturel. Souvenez-vous de ce que disait notre cher et regretté Jean-Yann, quand j'entends le mot culture, je casse mon transistor. Alors, au travail, qui je mettrais? Eh ben, un anonyme, mais un chômeur de longue durée.
qui sait de quoi il va parler. À l'éducation nationale, moi je prendrais alors un jeune, mais pas n'importe quel jeune, je prendrais l'un des 241 bacheliers qui ont obtenu une moyenne de plus de 20 sur 20 à l'examen. Donc un fort en thème et une grosse tête. Et puis le reste, je créerais un emploi. Je créerais un emploi, c'est-à-dire qu'il y aurait un secrétaire d'État qui serait chargé d'accompagner le président de la République chaque fois qu'il fait un déplacement à Paris ou en province, qui se met à pleuvoir et que personne ne l'abrite. Alors bon, vous me direz que c'est un petit peu fantaisiste, mais enfin, guère plus que le gouvernement qu'on nous a annoncé voilà quelques jours. Vous êtes d'accord ? Bah oui, on est bien d'accord que c'est une fiction, mon cher Philippe. C'est une fiction. Non, c'est pas pour vous montrer que je prends ça à la légère et bien que évidemment. je considère qu'on doit être gouverné par n'importe qui. Simplement, je suis frappé par le fait que sous la Ve République, comme sous la Troisième, et la tombe, regardez cette pauvre Troisième République, les gens viennent sans aucune compétence, repartent souvent sans raison avouée, qu'ils vont d'un ministère à l'autre et que tout ça finalement se passe au gré des amitiés et des dosages et n'est pas très sérieux. Voilà. Merci Régis. Merci, cher Philippe, et bon week-end. Merci. Et bien voilà, Philippe, générique de fin, c'est déjà fini, ça passe vite, hein, 1 heure avec vous. Ça passe très vite, avec vous d'abord, avec tous ceux qui nous appellent ensuite. Et dans le fond, c'est nouveau pour moi, mais je vous cacherai pas que ça me plaît beaucoup. Alors à demain. À demain, Philippe. RTL, il est 12h30. Le journal inattendu, Vincent Parisot.